En août 2025, EDF a annoncé la vente de 64% du capital d'Exaion, sa pépite technologique fondée en 2020, au géant américain du minage Marathon Digital Holding, qu'on nous appellerons MARA, pour 168 millions de dollars. Cet accord permet à MARA de monter à 75% d'ici 2027, moyennant 127 millions de dollars supplémentaires. Cette opération, présentée comme un moyen pour EDF de se désendetter et de financer son développement, suscite une indignation générale. Comment l'État français, actionnaire à 100% d'EDF, peut-il laisser partir à l'étranger un atout stratégique né de ses propres investissements? Céder Exaion, c'est céder un morceau de notre souveraineté technologique et énergétique, dénoncent de nombreux observateurs. Certains comparent déjà ce bradage à la vente d'Alstom Energy à General Electric en 2014, synonyme de désastre stratégique. Exaion n'est pas une start-up ordinaire. Née au sein d'EDF, elle incarne la convergence de deux secteurs vitaux, l'énergie et le numérique. Son infrastructure permet de recycler des supercalculateurs et d'utiliser l'électricité excédentaire du parc nucléaire français pour fournir de la puissance de calcul à l'intelligence artificielle et au réseau blockchain. En d'autres termes, Exaion était un levier d'avenir né du savoir-faire national et financé par l'effort public français. Sa cession à une entreprise américaine de crypto-minage symbolise l'incapacité de la France à faire grandir ses pépites sans capitaux étrangers, un schéma déjà vu lors de précédents renoncements industriels. Ce rapport de force inégalé soulève une question centrale. Assistons-nous à une nouvelle trahison d'État, sacrifiant la souveraineté technologique de la France sur l'autel de la considération financière court-termiste? Dans cette vidéo éducative, nous allons retracer l'histoire d'Exaion et analyser les enjeux majeurs numériques, énergétiques et financiers de son rachat par MARA. À travers un récit documenté et pédagogique, nous verrons pourquoi cette vente suscite une telle colère, au point de provoquer une rare union sacrée parmi des responsables politiques habituellement opposés. Préparez-vous à découvrir comment une décision a priori anodine, la vente d'une filiale de 70 ingénieurs, pourrait fragiliser durablement l'indépendance technologique de la France. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos analyses approfondies sur la finance et la tech. Allez, on y va. Nous vivons une décennie où les data centers et la puissance de calcul sont devenus tout aussi stratégiques que les centrales électriques. L'essor de l'intelligence artificielle générative et l'explosion des usages de la blockchain ont démultiplié la demande en calcul haute performance HPC. Or, ces fermes de serveurs sont extrêmement énergivores. Pour faire tourner des supercalculateurs ou valider des transactions sur les blockchains, il faut une alimentation électrique massive, stable et idéalement décarbonée. La France disposait justement d'un atout unique, son parc nucléaire, capable de produire en continu une électricité abondante et bas carbone. Ce potentiel faisait de l'Hexagone un terrain idéal pour héberger les infrastructures de calcul de demain, à la différence de concurrents comme l'Allemagne, dépendante du charbon, ou même les États-Unis, avec un mix énergétique hétérogène. Exaion est né précisément pour exploiter cette rente d'énergie pilotable 24/7 au service du numérique. EDF a incubé ce projet via son programme d'entrepreneuriat EDF Pulse, avec l'idée de marier le meilleur de ces deux mondes, l'expertise énergétique et l'innovation digitale. Dès le départ, la vision des fondateurs d'Exaion était claire, anticiper la convergence entre computing et énergie. Ils voyaient dans la blockchain et le HPC non pas de simples gadgets spéculatifs, mais des consommateurs d'électricité structurants pour l'avenir. Grâce au nucléaire français, on pouvait imaginer un cloud souverain, ultra sécurisé sur sol national, échappant aux juridictions étrangères et alimenté par une énergie propre et bon marché. En somme, la France avait les moyens de devenir un champion du cloud de confiance en s'appuyant sur ses centrales pour fournir aux entreprises et à l'État la puissance de calcul et le stockage de données en toute souveraineté. Créé en 2020 par deux intrapreneurs d'EDF, Fatih Balieli et Laurent Bernou-Mazar, Exaion s'est rapidement positionné comme un acteur unique à la croisée de l'informatique de pointe et de l'ingénierie énergétique. La petite équipe, environ 70 ingénieurs, était hébergée chez EDF Pulse Venture, la filiale innovation du géant nucléaire. Leur mission, développer des services numériques de confiance éco-responsables et souverains en profitant des atouts énergétiques d'EDF. Concrètement, Exaion a déployé son modèle autour de trois piliers technologiques étroitement liés. Le premier étant le HPC, l'Exaion Compute. Exaion proposait de la puissance de calcul haute performance aux industries ayant des besoins massifs, comme la recherche scientifique, la modélisation 3D, la simulation de crash test, l'IA, etc. L'entreprise a installé des supercalculateurs modulaires près des sources d'énergie, barrages, centrales,
en partenariat avec des fabricants comme le français de CRSI et le géant Nvidia. Via sa plateforme Exaion Studio, elle permettait par exemple à des studios d'animation ou des architectes de louer ses capacités de calcul à la demande, sans avoir à investir des millions en propres serveurs. L'électricité nucléaire en continu d'EDF offrait un avantage compétitif, faire tourner ses calculateurs intensifs sans émission de CO2 24 heures sur 24. Le deuxième pilier technologique était la blockchain et le Web3. Exaion s'est aussi illustré en devenant l'un des tout premiers acteurs institutionnels français à opérer des nœuds blockchain en propre, en tant que node as a service. La filiale d'EDF faisait tourner des nœuds validateurs sur des réseaux publics tels que Ethereum, Tezos, Polkadot, Cosmos, etc. Ainsi, elle sécurisait ses blockchains en proposant de la puissance de calcul et tout cela permettait de générer des revenus en crypto-monnaie. C'est des récompenses de stacking ou des frais de validation. L'idée n'était pas de spéculer mais de se positionner comme le plombier neutre de l'écosystème Web3 pour les grands comptes. Exaion disposait même d'un agrément PSAN. PSAN veut dire prestataire de services sur actifs numériques, preuve de son sérieux et de sa conformité vis-à-vis du régulateur français. Fatih Balieli, son CEO, déclarait en 2022 vouloir faire d'Exaion l'Amazon Web Service du Web3, rien de moins. Enfin, le troisième pilier d'Exaion était le Green Mesh. C'est le calcul durable et la récupération de chaleur. Je m'explique. La véritable innovation d'Exaion réside peut-être dans son approche thermique révolutionnaire. Au lieu de dissiper la chaleur de ses serveurs via une climatisation énergivore, Exaion pratiquait le refroidissement par immersion. En gros, les serveurs informatiques sont plongés dans un liquide diélectrique qui absorbe 98% de la chaleur émise. Donc, plutôt que de perdre cette énergie calorifique, Exaion la valorisait en la réinjectant dans des réseaux de chaleur urbains, des serres agricoles ou même des piscines municipales. Le data center devenait ainsi une chaudière numérique pilotable. Ce concept de green mesh permet d'améliorer le bilan carbone global. On récupère de l'énergie au lieu de la gaspiller et d'offrir un service supplémentaire. Chauffer les infrastructures locales gratuitement. C'est un savoir-faire de pointe en couplage thermonumérique rare au niveau mondial qu'Exaion maîtrisait déjà. Cette combinaison de compétences, le HPC, blockchain et éco-conception énergétique, faisait d'Exaion un joyau technologique. Sur le papier, tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un champion industriel de la tech française. Un marché en forte croissance avec le cloud, l'IA et le Web3, et surtout une différenciation verte et souveraine, et le soutien d'un grand groupe national comme EDF. Pourtant, en 2025, Exaion demeurait une jeune pousse fragile sur le plan financier, peinant à passer le stade de start-up à celui de scale-up. D'après les comptes publiés, Exaion affichait en 2024 un chiffre d'affaires modeste, environ 1,99 million d'euros pour des pertes nettes de 4,37 millions. Ces chiffres peu flatteurs vus de l'extérieur doivent être replacés dans le contexte d'une entreprise en phase d'investissement intense. Exaion dépensait massivement en matériel, GPU, serveurs, infrastructures et en R&D pour bâtir son offre suivant un modèle typique des startups où les profits ne viennent qu'après plusieurs années. En internalisant Exaion, EDF a sans doute été confronté à une culture nouvelle, éloignée de ses habitudes de rentabilité à court terme. Financer une filiale déficitaire volontairement dans l'espoir d'une domination future sur un marché émergent, c'est pas trop dans la mentalité française. Or, EDF, lourdement endetté et sous pression pour améliorer ses comptes, a semble-t-il eu du mal à jouer le jeu de la patience. Malgré une croissance prometteuse, Exaion commençait à engager des contrats et avait lancé une filiale au Canada pour exploiter l'hydroélectrique locale. La maison mère a préféré saisir l'opportunité d'une entrée de cash immédiate en cédant la majorité du capital. Le prix de vente, 168 millions de dollars, peut sembler généreux au regard des revenus actuels d'Exaion, plus de 80 fois son CA actuel. Mais il reflète surtout la valeur stratégique de ses actifs et de son savoir-faire, que l'acquéreur étranger entend bien exploiter à grande échelle. Le 11 août 2025, Mara et EDF Pulse Venture officialisent un accord d'investissement donnant à Mara 64% d'Exaion en échange de 168 millions de dollars en numéraire. Mara, connu sous le nom de Marathon Digital Holding à Wall Street, est alors le plus gros mineur de Bitcoin coté en bourse. Pourquoi ce spécialiste du Bitcoin s'intéresse-t-il à une filiale d'EDF ? En réalité, Mara est en train d'opérer un pivot stratégique. Face à l'érosion programmée des revenus du minage de Bitcoin, notamment à cause du halving, qui réduit périodiquement de moitié les récompenses de minage, la société veut se diversifier vers le HPC et l'IA, des secteurs où la demande est en explosion et les marges bien plus stables. Dans son communiqué, Mara affiche clairement cet objectif,
intégrer la plateforme, les opérations et l'expertise d'Exaion pour étendre ses capacités dans les infrastructures AI HPC et répondre à la demande croissante de solutions cloud sécurisées. Autrement dit, Marathon voit en Exaion le moyen d'étendre son modèle économique au-delà du Bitcoin, en capitalisant sur les technologies développées par la pépite française. Les termes de la transaction, eux, engagent Exaion sur une trajectoire de prise de contrôle irréversible. Outre l'investissement initial, une clause prévoit que Mara pourra grimper à 75% du capital d'ici 2027 en apportant 127 millions de dollars supplémentaires. EDF ne conserverait alors qu'environ 25% des parts, sans pouvoir de blocage, se limitant au rôle de client. EDF restera certes utilisateur des services d'Exaion, souligne le communiqué, mais n'aura plus la main sur la stratégie. Plus préoccupant encore, la vente s'accompagnerait d'une clause de non-concurrence surprenante. Selon une enquête révélée par The Big Whale, EDF s'engage à ne pas développer d'activités concurrentes en calcul intensif pendant 2 ans. En clair, EDF s'interdit de lancer sa propre solution de cloud, d'IA ou même de minage de Bitcoin durant cette période, ce qui inclut potentiellement des projets aussi stratégiques que le soutien à des startups françaises d'IA, par exemple la jeune pousse Mistral est citée. Mara a confirmé l'existence de cette clause en la présentant comme une protection standard liée aux activités actuelles d'Exaion, tout en prétendant qu'EDF pourrait continuer à faire du HPC pour ses besoins internes. Il n'empêche, cette restriction jette un froid. En voulant se diversifier dans l'IA, Mara bâillonne temporairement EDF sur ce segment. Cela revient à priver la France de toute initiative publique d'envergure dans le cloud souverain ou le minage piloté par EDF pendant au moins 2 ans. Une mise au banc auto-infligée qui renforce le sentiment de trahison. Du côté de Mara, l'appétit pour Exaion s'explique aussi par d'autres facteurs. D'une part, Marathon est une entreprise à la santé financière volatile, adepte des stratégies offensives. Son action boursière est très instable, son bêta est l'un des plus élevés du secteur et elle brûle du cash pour financer sa croissance rapide. Le bêta en finance représente la volatilité sur les marchés. S'emparer d'Exaion représente pour elle un coût stratégique lui apportant des actifs tangibles avec une infrastructure HPC et des contrats, et une crédibilité dans le monde de l'IA. D'autre part, Mara est intéressée par la technologie de refroidissement et de récupération de chaleur d'Exaion. Jusqu'ici, nombre de ces installations de minage, par exemple au Texas, reposent sur un refroidissement à air classique. En intégrant le savoir-faire d'Exaion en immersion cooling, Mara pourrait améliorer l'efficacité énergétique de ces fermes géantes et réduire leurs coûts d'exploitation. Enfin, l'implantation d'Exaion en Europe offre à Mara une tête de pont sur le vieux continent où elle annonce d'ailleurs un plan ambitieux 5 milliards d'euros d'investissement en France et en Europe sur 5 ans. Conseillé par Gérard Mestralet, l'ancien PDG d'Engie, Marathon affiche l'intention de faire de la France sa base de développement international et vante la qualité du réseau électrique français comme un atout majeur. Face à ce tableau prometteur dressé par l'acquéreur, qu'a fait l'État français? Officiellement, la vente est suspendue à l'approbation du ministère de l'économie dans le cadre du contrôle des investissements étrangers. C'est la procédure IEF dite décret Montebourg. En pratique, aucune opposition ferme n'a été manifestée. Au contraire, le gouvernement a semblé valider l'orientation. En novembre 2025, à l'Assemblée, le Premier ministre Sébastien Lecornu a défendu l'opération en assurant qu'elle visait à contribuer au financement du développement technologique de la France, écartant donc l'idée d'y faire obstacle. L'absence de veto à ce stade indique que Bercy s'orienterait vers un feu vert possiblement assorti de conditions symboliques mais sans remise en cause du transfert de contrôle. Cette attitude privilégiant la logique financière court-termiste, le cash immédiat pour EDF, sur la vision stratégique long terme n'a fait qu'attiser la polémique, d'autant qu'une alternative française crédible existait. Contrairement à ce qu'ont pu laisser entendre certains, Mara n'était pas le seul candidat sur les rangs pour soutenir Exaion. Début novembre 2025, un consortium français baptisé FlexGrid France, mené par l'entrepreneur du secteur du minage Sébastien Goupillon, cofondateur de Big Block Data Center et appuyé par l'Institut national du Bitcoin, a soumis à EDF Pulse Holding une contre-offre officielle. Les contours de cette contre-offre française diffèrent radicalement de ceux de Mara. Il s'agissait d'une prise de contrôle de participation minoritaire d'environ 30 millions d'euros, soit 32 millions de dollars à peu près, pour entrer au capital d'Exaion, combiné à un plan d'investissement massif de 150 millions d'euros dédié au développement de nouvelles infrastructures HPC en France. L'objectif affiché de FlexGrid était de maintenir Exaion sous contrôle juridique français, tout en injectant les fonds nécessaires à son passage à l'échelle industrielle. Concrètement, l'offre garantissait une gouvernance 100% française avec un siège et une R&D conservés en France, un volet d'actionnariat salarié pour associer les employés à la réussite
Et point crucial, aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence limitant EDF dans ses futurs projets. À l'inverse de Mara qui exige d'EDF de sortir complètement du secteur pendant 2 ans. FlexGrid laissait à EDF sa liberté totale pour mener d'autres initiatives dans le cloud, l'IA ou le minage. L'ambition de Goupillon et de ses partenaires était limpide. Faire d'Exaion un pilier de souveraineté numérique, énergétique et financière de la France en s'appuyant justement sur le levier du minage du Bitcoin pour valoriser les excédents d'électricité et stabiliser le réseau. Malheureusement, évidemment, EDF et l'État ont écarté cette option. Le chèque immédiat de 168 millions proposé par Mara a semblé plus alléchant que la construction partielle d'une filière nationale. Le consortium FlexGrid, pourtant composé d'acteurs français expérimentés du secteur, n'a pas obtenu gain de cause. On peut y voir un choix très révélateur. Plutôt que de soutenir la naissance d'un écosystème souverain en mutualisant efforts publics et privés français, les décideurs ont préféré monétiser un actif au plus offrant étranger. Cette occasion manquée est d'autant plus rageante qu'elle rappelle des précédents douloureux. Alstom, cédé à General Electric malgré des alternatives, Technip, vendu à FMC, etc. C'est bien cette décision, perçue comme un renoncement stratégique, que certains n'hésitent pas à qualifier de trahison. Comme l'a résumé un commentateur, c'est un outil indispensable de souveraineté supplémentaire offert à un plateau d'argent aux Américains et il qualifie ça de honteux. Au-delà de l'indignation morale, il faut analyser concrètement ce que la France perd dans cette opération. 3 domaines clés sont affectés: la souveraineté numérique, la souveraineté énergétique, la souveraineté monétaire et financière. Je profite d'ailleurs de votre attention pour vous signaler que si ce décryptage vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Chez Finance Bro, on analyse en profondeur l'actualité tech et finance pour vous et ça nous prend un peu de temps, donc n'hésitez pas à manifester votre soutien en vous abonnant. On revient à la vidéo. Le cas Exaion illustre brutalement la question de la souveraineté des données et du cloud. En passant sous contrôle majoritaire d'un groupe américain, Exaion devient de facto soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis. Le Cloud Act, en particulier, permet aux agences fédérales US d'exiger d'une société américaine ou filiale de celle-ci la communication de toutes données stockées sur ses serveurs, peu importe le pays où elles se trouvent physiquement. Ainsi, même si les centres de données d'Exaion sont situés en France, le fait que Mara détienne plus de 50% du capital implique qu'Exaion tombe sous le coup du Cloud Act américain. Concrètement, cela signifie que les données sensibles hébergées par Exaion pourraient être accessibles sur simple injonction légale aux autorités américaines FBI, NSA. Or, Exaion n'héberge pas que des sites web anodins. La filiale d'EDF travaille sur des projets de jumeaux numériques industriels, des simulations énergétiques pour EDF lui-même et collabore avec des organismes de recherche comme le CNRS. On parle de données potentiellement stratégiques, infrastructures critiques, scénarios industriels, recherche scientifique avancée. Voir ces données devenir transparentes pour une puissance étrangère constitue une menace directe d'espionnage économique et scientifique, dénoncent les parlementaires français. Comme le dit Eric Ciotti, chacun le sait, une société contrôlée par une maison mère américaine tombe sur le coup du Cloud Act. Les données françaises pourraient être consultées et utilisées par les autorités américaines. Une inacceptable violation de notre souveraineté. De plus, cette vente ruine les efforts entrepris pour bâtir un cloud de confiance nationale conforme aux exigences de l'ANSSI. Exaion était candidate à la qualification Secnum Cloud, le label de sécurité maximale pour héberger des données d'opérateurs d'importance vitale ou d'administration publique. Or, le référentiel Secnum Cloud version 3.2 impose une immunité totale aux lois extra-européennes. Un fournisseur cloud qualifié ne doit pas être soumis, même indirectement, à une législation type Cloud Act. Avec un actionnaire majoritaire américain, Exaion ne peut plus prétendre à cette qualification sans d'hypothétiques et complexes montages du style créer une entité séparée détenue par des intérêts français, une usine à gaz juridique peu crédible. En clair, Exaion cesse automatiquement d'être un cloud souverain aux yeux de l'ANSSI et de nombreux clients. Les ministères, collectivités ou entreprises sensibles qui envisagent de confier leurs données à Exaion n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers des solutions alternatives strictement européennes. L'argument commercial d'Exaion, centré sur la confiance et de localisation française des données, s'effondre totalement. Par effet domino, c'est tout un pan de l'indépendance numérique qui s'érode. On avait là un candidat sérieux pour fournir des services cloud à haute sécurité aux hôpitaux, aux infrastructures critiques, etc. Cette perspective vole en éclats. La promesse d'un cloud souverain made in France disparaît de facto avec cette vente. L'ironie du sort, c'est que cela survient en plein moment où l'Europe cherche justement à rapatrier ses infrastructures stratégiques face aux craintes suscitées par les législations extraterritoriales américaines. Scandale d'espionnage, dépendance à Microsoft, Amazon. En bradant Exaion, la France envoie le signal inverse du Buy European Act numérique qu'elle promeut par ailleurs.
Enfin, il faut souligner la perte sèche de capacité technologique. Exaion avait sécurisé des approvisionnements en puces GPU Nvidia de dernière génération. C'est une denrée rare et précieuse à l'heure de la ruée vers l'IA. Elle avait aussi recruté et formé des ingénieurs spécialistes du HPC, de la cybersécurité cloud et du Web3. Tout cela risque de partir enrichir l'écosystème américain. Mara a clairement indiqué qu'il intégrerait l'expertise d'Exaion dans ses propres déploiements infrastructures IA HPC. On peut donc craindre un scénario où les meilleures compétences françaises en calcul intensif s'envolent vers les campus de data center de Mara aux États-Unis ou ailleurs, suivant les capitaux. La France aura incubé ses talents et cette technologie assez frais pour finalement les voir opérer sous commandement étranger. Ce transfert de savoir-faire affaiblit notre capacité future à innover localement. En résumé, sur le front numérique, la vente d'Exaion entraîne perte de contrôle sur les données, disqualification pour les projets sensibles et fuite de capacité en IA HPC au profit de l'acquéreur. Pour un pays qui affirme vouloir la souveraineté numérique, le symbole est catastrophique. Parmi les critiques adressées à cette session, l'élément le plus surprenant car mal compris du grand public concerne l'énergie. Que vient faire la souveraineté énergétique dans une histoire de data center? En réalité, le lien est profond. Exaion utilisait le minage du Bitcoin comme un outil d'ingénierie réseau au service d'EDF. Explication. Le réseau électrique doit en permanence être équilibré entre la production et la consommation sous peine de fluctuations de fréquences dangereuses. Avec la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes, éolien, solaire, il arrive fréquemment qu'il y ait des surplus d'électricité à certains moments. Avec des vents forts, une faible demande, on se retrouve avec trop d'électricité injectée. Ces excédents, faute de stockage suffisant, obligent soit à brider la production, arrêter les éoliennes, moduler un réacteur nucléaire, soit à vendre à perte sur le marché européen avec un prix spot négatif, soit à trouver un consommateur instantané capable d'absorber ce surplus de façon flexible. C'est précisément le rôle que peuvent jouer des fermes de minage de Bitcoin ou des supercalculateurs flexibles. On parle de demand response, ajuster la demande électrique pour suivre l'offre. Exaion, via ses conteneurs de serveurs, avait démontré qu'on pouvait allumer en quelques secondes des charges électriques modulables pour consommer l'excès de courant quand personne d'autre n'en veut. Par exemple, en cas de surproduction à 3 h du matin, au lieu de perdre de l'énergie ou de réduire la puissance d'un réacteur nucléaire, ce qui use prématurément l'installation, Exaion pouvait activer instantanément des rigs de minage et monétiser cette électricité excédentaire en calculant des haches de Bitcoin. On transforme ainsi de l'énergie qui aurait été gaspillée en actifs numériques de réserve de valeur. A l'inverse, en cas de pic de demande, Exaion pouvait éteindre ses machines en quelques millisecondes pour libérer de l'électricité au profit des autres consommateurs. C'est pourquoi on qualifie ces data centers de très gros régulateurs du système électrique. Ils agissent en gros comme un volant d'inertie ou un tampon virtuel, s'effaçant ou se remplissant selon les besoins du réseau. Ce concept n'est plus de la théorie, il est appliqué ailleurs. Ainsi, l'exploitant de centrales pourrait produire plus d'énergie nucléaire au lieu de moduler ses réacteurs lorsque les renouvelables sont très abondantes. Des pays comme l'Islande, avec un surplus hydroélectrique, ou certaines régions des États-Unis, comme le Texas via ERCOT, intègrent déjà le minage dans leur gestion du réseau pour lisser les pointes et les creux. En France, une note de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, publiée en mai 2025, chiffre le potentiel. Dédier 1 gigawatt de puissance excédentaire au minage rapporterait 100 à 150 millions de dollars par an à EDF, tout en stabilisant le réseau et en préservant la durée de vie des réacteurs. Donc, je suis en train de vous dire qu'au lieu de vendre à prix négatif ou d'arrêter des machines, on créerait de la valeur et on renforcerait la compétitivité du parc nucléaire français. Cette manne pourrait aider à financer la prolongation des centrales existantes ou la construction de nouvelles. En vendant Exaion à Mara, EDF se prive de cet outil interne de flexibilité. Désormais, si EDF veut utiliser le minage ou des data centers flexibles pour optimiser son réseau, elle devra faire appel à un prestataire tiers, potentiellement Mara, et donc payer pour récupérer un service qu'il avait développé en interne. On va pas se mentir qu'on marche un peu sur la tête. EDF a créé un outil innovant pour résoudre ses propres problèmes. L'intégration des ENR, valorisation des excès nucléaires, et au moment où celui-ci commence à prouver sa valeur, il est cédé à un acteur étranger. Ce dernier aura beau jeu ensuite, il aura un boulevard devant lui. Il pourra vendre ses services à EDF ou à RTE pour équilibrer le réseau, empochant au passage une marge bénéficiaire évidemment. C'est exactement ce que dénonçaient certains élus, parlant clairement d'un hold-up sur la rente nucléaire française. La richesse produite par nos centrales, payée par le contribuable et les usagers français, risque d'être captée par une entreprise américaine qui viendra déployer ses machines sur notre sol et rapatrier les profits
chez elle. En gros, la presse spécialisée est assez claire. La France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fournit l'électricité et les ingénieurs. Et les États-Unis, ils récoltent la valeur ajoutée. En outre, Exaion apportait une solution au problème d'usure du parc nucléaire. On l'ignore souvent, mais forcer un réacteur à baisser et monter en puissance fréquemment cause des contraintes thermiques et mécaniques qui abîment l'installation. La pratique de la modulation est accusée d'user prématurément les réacteurs, d'où des coûts de maintenance accrus et potentiellement une réduction de leur durée de vie. Le minage permettait de limiter ces modulations, on laisse la centrale nucléaire produire à son optimum et on ajuste en aval via les data centers. En perdant Exaion, EDF perd aussi cette garantie de maintenir ses réacteurs à puissance constante tout en évitant de gâcher de l'énergie. Si plus tard on se rend compte que c'était une erreur, il faudra soit recréer ex nihilo une structure similaire avec les coûts et délais que ça implique, soit dépendre d'un partenariat privé aux conditions qu'il fixera. Ajoutons que l'innovation d'Exaion en matière de réutilisation de la chaleur, soit le grid mesh, faisait aussi partie de la proposition de valeur énergétique. Dans l'offre FlexGrid, il était prévu de continuer à développer ce volet, chauffer les bâtiments, desserts, mutualiser l'énergie perdue. Mara, de son côté, a déjà un projet en Finlande où la chaleur d'une ferme de minage de 2 MW sera recyclée dans le chauffage urbain d'une ville de 11 000 foyers. C'est donc la preuve que cette approche a un avenir, mais si ces projets se multiplient en France, ils se feront sous pavillon étranger. Et donc la maîtrise industrielle de ces solutions nous échappera totalement. Au lieu d'exploiter un savoir-faire français, on imposera des solutions clés en main, made in USA. En synthèse, sur le front énergétique, la cession d'Exaion représente la perte d'un outil de pilotage innovant du système électrique national et la cession de l'accès privilégié à nos surplus d'énergie. Ce que l'ADAN appelle un atout de la transition énergétique risque d'être exploité chez nous par une entité étrangère sans que la France en retire les bénéfices financiers complets ni la propriété intellectuelle. C'est un choix qui affaiblit notre sobriété maîtrisée. On jette potentiellement de l'énergie et notre position concurrentielle dans l'économie du numérique durable. Évidemment, on est sur une chaîne de finance, donc on va parler un petit peu de l'enjeu monétaire et financier en jeu. Le troisième volet de la souveraineté touché par l'affaire Exaion est un peu plus subtil. C'est la question du Bitcoin comme actif stratégique et de l'infrastructure financière de demain. D'une part, certains pays commencent à considérer le Bitcoin comme une possible réserve de valeur stratégique aux côtés de l'or et d'autres devises. Aux États-Unis, des voix publiques, y compris d'anciens membres de l'administration, ont suggéré que la Fed ou les États fédérés accumulent du Bitcoin pour couvrir la dette ou se prémunir contre l'inflation. Ce qui était jadis une idée farfelu pour encore en 2025. Le Texas est devenu le premier État des États-Unis à créer officiellement une réserve stratégique de Bitcoin avec un premier achat de 5 millions de dollars en Bitcoin. L'objectif affiché par le gouverneur texan est de renforcer le bilan financier de l'État en investissant dans le Bitcoin, pariant sur sa valorisation à long terme. L'Arizona et le New Hampshire ont voté des lois similaires pour se doter de fonds en crypto-monnaie. Ce mouvement encore embryonnaire montre qu'une partie du monde anticipe un futur où détenir du Bitcoin peut participer à la puissance financière d'une nation ou d'une entité publique. En France, évidemment, le sujet est encore tabou, mais il commence à émerger, donc voilà, faut pas trop les presser. Le député Éric Ciotti et son groupement parlementaire UDR ont déposé en 2025 une proposition de loi visant à expérimenter l'utilisation des surplus électriques pour miner des cryptoactifs et envisager la constitution d'une réserve de Bitcoin nationale. Ciotti explique clairement que valoriser nos excédents nucléaires en Bitcoin, plutôt qu'en les bradant sur le marché, serait doublement bénéfique. On stabilise le réseau et on accumule un actif rare, une ressource liquide produite à partir d'une ressource abondante. Il va même jusqu'à avertir que si nous laissons cette richesse filer à l'étranger, nous perdons un atout dans la recomposition monétaire qui s'annonce. En clair, si un jour la France a besoin de Bitcoin pour ses réserves stratégiques, par exemple pour échanger du pétrole ou pour se protéger de sanctions internationales sur le dollar, mieux vaudrait l'avoir produit à bas coût nous-mêmes que de l'acheter à prix d'or à des acteurs étrangers. Exaion était précisément l'outil qui aurait pu permettre cela de manière souveraine. Au sein de l'entité EDF État, en la vendant, on s'interdit cette option. Si d'aventure la France se réveille dans 5 ou 10 ans, en se disant « il nous faut du Bitcoin dans notre trésor de guerre », il devra l'acheter sur le marché. Possiblement à qui? À Mara ou à ses collègues. C'est-à-dire racheter ce qu'on aurait pu créer nous-mêmes avec notre électricité. Au-delà du Bitcoin lui-même, Exaion opérait des infrastructures de paiement futures. En hébergeant des nœuds de blockchain publics comme Ethereum, Tezos, Polkadot, Exaion participait à la sécurisation et à la fiabilité de ces réseaux qui pourraient sous-entendre les transactions financières de demain, avec des monnaies numériques de banque centrale, des stablecoins, des transferts internationaux décentralisés.
Laisser Mara contrôler ses nœuds en Europe, c'est un peu comme si on laissait une entreprise étrangère valider une partie des transactions financières européennes sur des rails alternatifs. On reproduirait dans le monde décentralisé la dépendance qu'on cherche à éviter vis-à-vis de Visa, Mastercard ou Swift. L'Europe tente de bâtir des alternatives de paiement souveraines, le projet EPI par exemple. Mais en parallèle, on laisse partir un acteur qui développait des briques essentielles de l'Internet de la valeur. Certes, ce point est encore prospectif, mais on peut imaginer qu'Exaion, en restant français, aurait pu être un prestataire de confiance pour opérer des nœuds validateurs d'euros numériques ou de blockchain d'intérêt européen. Désormais, ce ne sera plus envisageable sans arrière-pensée juridique avec le Cloud Act. Encore une fois. En somme, la souveraineté financière en jeu est double. Capacité à produire et détenir des actifs numériques stratégiques et maîtrise de l'infrastructure des échanges de demain. La vente d'Exaion, elle nous a dépossédés de ces deux leviers au profit d'un acteur étranger dont l'intérêt converge rarement avec l'intérêt général français. Fait rarissime, la vente d'Exaion a provoqué une levée de boucliers transpartisane dans la classe politique française. Des députés de tous bords, du centre, de la droite classique, de l'extrême droite, de la gauche souverainiste, ont exprimé leur inquiétude et pressé le gouvernement d'agir. Dès septembre 2025, le député Philippe Latombe du Modem interpelle le gouvernement sur les risques de l'opération. Il insiste sur l'exposition aux lois extraterritoriales américaines en cas de rachat par Mara, ainsi que sur la perte de contrôle de technologies de stabilisation du réseau électrique innovantes, le fameux Green Mesh de récupération de chaleur. Du côté de l'opposition de droite, Éric Ciotti multiplie les interventions. Dans une tribune au JDD au titre explicite « Exaion ne doit pas devenir américain », il détaille point par point pourquoi cette cession serait selon lui un scandale d'État. Il reprend tous les arguments que nous avons évoqués, Cloud Act, équilibre réseau, Bitcoin de réserve, et exhorte le ministère de l'économie à utiliser son droit de veto sur l'opération. Au RN, plusieurs figures montent aussi au créneau. Le député Aurélien Lopez-Ligori pose une question écrite au ministère de l'économie en octobre 2025, soulignant qu'Exaion, je cite, constitue une véritable pépite technologique française, dans des domaines cruciaux et jugeant, je cite, incompréhensible que le gouvernement laisse filer ainsi une technologie stratégique au cœur de la souveraineté numérique énergétique française. Fin de citation. Il demande explicitement si le gouvernement compte s'opposer fermement à la vente pour éviter ce transfert d'atouts essentiels à une puissance tierce. Même à gauche, des voix se sont fait entendre. Le député LFI Mathias Tavel ou le socialiste Arthur Delaporte, via une tribune conjointe avec Latombe, ont eux aussi dénoncé la naïveté d'un tel abandon industriel. Cette union sacrée autour d'un sujet technologique est assez inédite pour être soulignée. Elle révèle que la question touche un nerf sensible, celui de la souveraineté nationale à l'ère du numérique. Habituellement, la majorité présidentielle se montre alignée avec l'exécutif et l'opposition divisée sur beaucoup de sujets. Ici, au contraire, du Modem au RN en passant par LR et LFI, chacun y est allé de son avertissement. On a entendu parler de faute historique, si l'État laissait faire, d'aberration stratégique, de bradage de pépites, etc. Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, a même écrit une lettre ouverte au ministre de l'économie pour fustiger la cession d'Exaion, y voyant le énième épisode d'une désindustrialisation accélérée de la France après Alstom, Lafarge, Alcatel, J'aime plus, Doliprane, et je pourrais continuer comme ça pendant encore 5-6 minutes. Face à ces pressions, le gouvernement a adopté un profil bas en public, se retranchant derrière la procédure légale en cours. Officieusement, Bercy a laissé filtrer quelques éléments de langage. Le ministère a considéré qu'Exaion, poste de technologie qui peuvent être extrêmement importants à l'avenir, mais a tenu à nuancer en disant que ces activités ne sont pas stratégiques ou souveraines comme EDF ou la défense. Donc en clair, on reconnaît un intérêt à garder une part de souveraineté sans pour autant juger le dossier suffisamment critique pour dégainer le veto pur et simple. Le Trésor a demandé à EDF de rouvrir l'examen de l'offre et de la réévaluer. Mais cela ressemble davantage à une temporisation pour calmer les esprits qu'à une volonté de changer d'issue. Tant et si bien que la vente est toujours planifiée pour le 4e trimestre 2025 ou début 2026, une fois les autorisations formelles obtenues. En gros, on est en train de s'acheminer vers un scénario où l'État n'utilise pas son droit de veto, mais se contente peut-être d'imposer quelques conditions cosmétiques à Mara, lesquelles
On peut imaginer un engagement de maintien de l'emploi local pendant X années, la mise en place d'une filiale Exaion France pour tenter de rassurer l'aspect juridique, voire la conservation par l'État d'une golden share, une action spécifique lui donnant un droit de regard sur certains contrats sensibles. Ce type de concession avait déjà été utilisé lors de précédentes ventes stratégiques, par exemple entre Alstom et General Electric où l'État avait obtenu une golden share sur l'activité nucléaire d'Alstom. Mais soyons clairs, rien de tout cela ne compensera la perte de contrôle effectif sur Exaion. Une fois majoritairement américaine, la société obéira avant tout aux directives de son siège en Floride et ses priorités seront dictées par les intérêts de Mara. Point barre. La cession d'Exaion à Mara Holding s'apparente à un gâchis stratégique majeur pour la France, au même titre qu'il a été en son temps la perte de contrôle du canal de Suez. D'où l'expression de certains d'un Suez du numérique. C'est un cas d'école où la France prouve qu'elle sait émerger l'innovation, mais clairement pas la conserver et la faire grandir sur son sol. Les conséquences peuvent se résumer ainsi. On a une perte de contrôle des données et des infrastructures du réseau parce qu'on n'a plus de souveraineté numérique. On a aussi une perte de souveraineté technologique et industrielle car on transfère le savoir-faire stratégique à l'étranger. On a une perte de souveraineté énergétique car on a une perte d'un levier de flexibilité énergétique et captation de la rente nucléaire par un tiers. Une perte de souveraineté financière car on a un abandon de la capacité de production de Bitcoin national. Au total, la France perd sur tous les tableaux. Et pour quel gain ? Une somme de 168 millions de dollars, environ 155 millions d'euros, qui, comme le souligne Ciotti, couvre à peine les investissements qu'EDF a consacrés à Exaion jusqu'ici. Autrement dit, on brade un actif stratégique sans même réaliser de plus-value significative pour la nation. Cette vente s'est faite évidemment dans une relative opacité, sans vrai débat public en amont et avec un manque criant d'anticipation stratégique. Que peut-il être fait pour limiter la casse à ce stade tardif ? Si les gouvernements confirmaient l'autorisation de la vente, il lui faudrait à minima imposer des garde-fous contractuels, par exemple instaurer une golden share dans Exaion qui permettrait de bloquer toute décision portant atteinte aux intérêts de sécurité nationale, comme le transfert de certaines technologies sensibles à l'étranger ou l'arrêt de certaines activités en France. On pourrait aussi exiger une ségrégation des données françaises dans des infrastructures distinctes opérées par une entité juridiquement française isolée. Enfin, l'État pourrait, dans un sursaut, décider de réinvestir le produit de la vente pour ne pas tout perdre. Par exemple, en dotant le fameux fonds souverain pour le numérique qu'on évoque régulièrement ou en finançant les projets alternatifs nationaux, le consortium FlightGrid ou autre, pour bâtir un nouvel Exaion bis 100% français. Cela n'effacera pas la faute initiale, ça c'est sûr, mais au moins tenterait de récoller les morceaux. Quoi qu'il arrive, l'affaire Exaion restera un cas d'école. Celui d'une excellence française en ingénierie, capable de marier le nucléaire et le cloud, hardware et software, finance et énergie, mais qui n'a pas trouvé en France le soutien politique et financier pour passer à l'échelle. À l'heure où le gouvernement ne jure que par la Startup Nation, la souveraineté, la vente d'Exaion, elle vient tristement contredire les discours. Si l'État laisse faire, ce sera une faute historique, préviennent les députés. Sommes-nous en train de commettre cette faute ? L'histoire jugera, mais les signes ne trompent pas. C'est une page stratégique qui se retourne et pas en faveur de l'indépendance française, encore une fois. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si le sujet vous a intéressé ou indigné, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour d'autres décryptages de ce genre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Exaion. S'agit-il selon vous d'une trahison d'État ? Quelles leçons en tirer pour l'avenir ? On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour continuer à explorer d'ensemble de nouvelles actualités financières et technologiques en profondeur. Bye bye.